Alors c'était d'abord retrouver l'idée et le plaisir géographique de raconter. Raconter les espaces, parce que c'est vrai qu'il y a un plaisir quand on voyage de pouvoir le transmettre, le raconter. Et donc on avait à travers ces itinéraires en Europe l'idée aussi d'embarquer le lecteur dans un voyage, d'où le titre Odyssée. Et l'idée c'est de pouvoir aussi rendre visibles des espaces qu'il n'était pas forcément, parce qu'en choisissant de tracer une ligne, puisque l'itinéraire c'est une ligne finalement, dans les espaces européens, on choisit de mettre en valeur des villes, des espaces qui sont très connus, mais aussi des espaces qui sont peu vus, ceux qu'on peut voir depuis la fenêtre d'un train, d'un bus, qui vont rester un peu à côté, qui sont en marge. Alors la marge peut se trouver n'importe où d'ailleurs, hein. Ça peut être des marges européennes, puisque là on démarre avec 2 marges européennes, mais ça peut être des marges aussi qu'on ne soupçonne pas, entre deux très grandes villes. Donc c'est vraiment aussi d'aller chercher les espaces, quels qu'ils soient, le long d'étapes, puisque chaque livre c'est un voyage, un itinéraire, 10 étapes, mais aussi des pages qui permettent de passer d'une ville à l'autre et qui mettent en évidence justement ces espaces de l'entre-deux, ces espaces interstitiels. Donc c'était vraiment de rendre hommage à l'espace, parce qu'aujourd'hui on a considéré qu'en géographie on n'avait pas forcément tout le temps le réflexe de parler d'espace, alors que c'est quand même notre cœur de cible, et c'est aussi ce qui fait notre spécificité en termes de méthode et d'outils. Donc c'est rendre hommage à l'espace sous toutes ses formes, même celui qu'on ne voit pas, celui qui reste résiduel, qui reste marginal, qu'on va traverser sans forcément s'y arrêter. Et donc là, on s'est un peu inspiré aussi, d'ailleurs un des 2 titres, le titre Mer Baltique, Mer Noire, rend hommage au transect, cette méthode architecturale qui permet de tracer comme ça une ligne et puis de lire le paysage à travers cette ligne. Et c'est vraiment ce qu'on avait en tête aussi, de se dire, un itinéraire, c'est avant tout un tracé, et le long de ce tracé, on va pouvoir avoir une lecture de l'espace qui ne soit pas seulement une lecture, je dirais, géométrique, qui soit aussi une lecture sensible. Et en fait, notre objectif, c'était de faire le pont entre les deux. C'est-à-dire de montrer que la lecture géométrique de la nouvelle géographie, elle n'était pas forcément contradictoire avec une lecture très sensible, très charnelle, et que les deux pouvaient se nourrir, que le place et le space pouvaient se nourrir mutuellement. Et donc on avait cette idée d'avoir une lecture un peu totale de l'espace, c'est-à-dire à travers cette ligne, d'avoir une lecture vraiment complète et systémique de l'espace. Alors on a été beaucoup inspiré aussi par la géographie universelle, parce qu'il y avait aussi cette idée de prendre des grandes zones géographiques, hein, alors ça pouvait être l'Europe du Nord, ça pouvait être la Méditerranée, et puis à l'aide notamment des chorèmes, à l'aide des textes, de pouvoir travailler l'évolution, les dynamiques de ces espaces. Et on souhaitait, nous aussi, alors d'abord sur l'Europe, mais ça ne nous interdit pas d'aller ensuite sur d'autres territoires, prendre des zones géographiques pour pouvoir aussi les scanner, en quelque sorte. Alors déjà, effectivement, quand on parle d'itinéraire, forcément on parle de mouvement. C'est-à-dire que quand on se pose la question de savoir comment on va connecter une ville à une autre, il y a des questions de référentiels qui peuvent être des référentiels communs, il y a des questions bien sûr géographiques, hein, de liens ou de ruptures. Alors ça peut être des reliefs, ça peut être des frontières, ça peut être au contraire des lieux de passage, et puis ça parle de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'évidemment on va se questionner sur la manière dont les échanges, alors ça peut être des échanges de biens, ça peut être des échanges de services, ça peut être des liaisons entre populations, ça peut être des zones de rencontre, des zones de contact. Forcément, on se pose des questions sur les liaisons, sur les mouvements entre les espaces qu'on va décrire. Et ça a été d'ailleurs au cœur de notre préoccupation pour le tracé de l'itinéraire, parce qu'à chaque fois, on se disait, bon, on est sur la ville précédente, comment on peut relier la ville suivante et que la géographie nous aide à la relier en termes de fonctionnalité. Est-ce que ces villes sont connectées? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que ça a du sens de relier une ville à une autre? Donc le mouvement, déjà, il est effectivement dans le tracé de l'itinéraire. Ensuite, on a voulu effectivement une géographie en mouvement, en soi. Donc rendre le mouvement. Et les cartes subjectives permettent aussi de travailler sous le plan artistique cette dynamique-là, pas être sur des dynamiques de spatialisation figées. On a souvent tendance à localiser, à figer les choses, mais d'être vraiment sur une perspective de compréhension, de lecture et de partage de l'espace dans un mouvement. Sur nos cartes, on a beaucoup de moyens de transport, on a beaucoup de références à des interfaces, à des interactions. Et la dynamique artistique permet ça parce qu'elle permet de déformer. Elle permet de déformer l'espace à dessein et en fonction de la vitesse, en fonction de la trajectoire.
L'autre élément, c'est de pouvoir, au sein d'une zone géographique, puisque notre idée, c'est pas forcément de montrer qu'il y a une unité atlantique, qu'il y a une unité entre la mer Baltique et la mer Noire, c'est pas d'essentialiser des régions. Bien au contraire, je dirais qu'on est dans une dynamique plutôt de déconstruction des régions. C'est de montrer que lorsqu'on prend une zone géographique, il peut y avoir des trajectoires dynamiques de territoire qui peuvent à un moment se recouper. Donc il peut y avoir des référentiels communs, il peut y avoir des parties de l'histoire commune, il peut y avoir des traits à certains moments qui se rassemblent. Et puis il peut y avoir aussi des bifurcations qui prennent des chemins totalement différents. Et donc on voulait justement prendre le contre-pied un petit peu de cette géographie qui a tendance à figer ou essentialiser les régions, en prenant des zones et en analysant finalement la dynamique de trajectoires, que ce soit des trajectoires recoupantes ou des trajectoires fuyantes, des lignes de fuite. Donc la dynamique et le mouvement est également là. Et puis le mouvement, c'est aussi le plaisir effectivement de voyager. Quand on voyage, on ne sait pas qui on va rencontrer. On a forcément des guides, parfois on arrive seul dans une zone, on rencontre des habitants, on peut rencontrer des acteurs, on peut y aller pour le travail. Nous géographes, on y va souvent aussi pour travailler. Donc à la fois on observe ce qui se passe, la ville par le bas, et puis en même temps on a tendance à rencontrer aussi un certain nombre d'acteurs. Et on voulait traduire ça avec l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on est embarqué dans l'itinéraire, dans le voyage, et là on va rencontrer des acteurs, des témoins différents. Ça peut être des journalistes, ça peut être des architectes, ça peut être des géographes universitaires, ça peut être des artistes, des écrivains, et ces personnes vont être des relais, parce que quand on va arriver dans une zone, dans une ville, ils vont nous accompagner, et leur légitimité à nous accompagner, c'est qu'ils ont vécu durablement dans cette ville. Ils sont restés souvent des mois, voire des années, parfois ils habitent encore sur place, et ils sont capables de nous transmettre quelque chose que la superficialité d'une arrivée plus courte ou plus récente ne nous permet pas de sentir. Ça peut être des traditions anciennes, ça peut être l'âme de la ville, la vie sur le long terme des habitants et l'évolution de cette vie. Ça peut être des frontières un peu invisibles, beaucoup plus sensorielles. Ça peut être des lieux un peu méconnus, mais qui ont une importance, hein, finalement des hauts lieux à bas bruit. Donc, c'était aussi de travailler sur ces bas bruits-là, sur ces dynamiques discrètes, qui sont des indices un peu éparpillés, mais qui, bien expliqués, bien transmis, parce que les guides sont pédagogues, nous permettent en fait, de comprendre des traits structurants, des évolutions structurantes. Donc c'est d'aller chercher les indices, on est presque face à une dynamique aussi ludique. C'est-à-dire que, et je trouve que moi j'explique beaucoup à mes étudiants aussi, quand on voyage et qu'on est géographe, on a cette dynamique ludique. C'est presque du géocaching. On va chercher, non pas là des petites capsules cachées dans un cimetière dormant ou près d'un lampadaire, mais c'est d'aller chercher les indices sourds, discrets, d'une évolution. Et de pouvoir traduire cette évolution. C'est pour ça qu'on aime la géographie, c'est aussi que ça traduit une évolution qui est une évolution sociétale en réalité. Mais on va la chercher, cette évolution sociétale, dans des impressions, dans des petites imprimeries, dans des petites lettres qui sont éparpillées partout dans les espaces qu'on traverse. Et donc on voulait pouvoir documenter ces petits indices pour aussi proposer une lecture de l'évolution finalement d'une partie de l'Europe. Alors je dirais qu'il y avait trois manières de sélectionner les villes qui se sont succédées dans notre méthode. D'abord, on a réuni pour chaque livre un comité éditorial, puisque évidemment on ne peut pas être spécialiste de tout, et surtout qu'on élargit, là on parle de l'Europe, mais demain peut-être qu'on ira en Asie, donc ça nous amène aussi à travailler avec un directeur d'ouvrage pour les livres suivants, on en reparlera, mais on travaille vraiment aussi avec un comité éditorial spécialiste de la zone en question. Et on travaille de manière très informelle, c'est-à-dire au départ on voulait même réunir l'ensemble des contributeurs de l'ouvrage, que ce soit les artistes, les auteurs, pendant un week-end, et pouvoir créer une sorte d'atelier d'écriture et de co-construction commun. Alors bon, pour des questions d'agenda, de dispersion géographique, parce que les auteurs sont souvent aussi dans les villes en question, c'est pas forcément facile, mais on a été en tout cas très attentifs
au protocole de co-création, notamment dans les allers-retours qu'on a pu faire avec les auteurs, avec les artistes. Donc au départ, on a un comité éditorial qu'on a réuni de manière informelle et on a fait le trajet. On est parti d'une ville de départ et on s'est demandé à chaque fois, d'abord quelles envies on avait de prolonger ce voyage, et puis quelle liaison fonctionnelle pouvait exister entre une ville et une autre. Ensuite, donc ça nous a permis d'avoir plusieurs hypothèses de travail. Donc ça nous a amené à évidemment aller voir les statistiques, aller voir les moyens de transport, d'aller creuser dans l'histoire, les liens qui peuvent exister entre les différentes villes. La deuxième couche, je dirais, une fois qu'on avait ce premier tracé de fait, c'était de se demander si les villes qu'on avait dans l'itinéraire pouvaient suffisamment poser de questions à la zone que l'on avait déterminée. Donc par exemple sur l'Atlantique, la question c'était est-ce que, non pas encore une fois de créer une unité artificielle atlantique, mais de se dire on va réinterroger cette notion d'Atlantique à travers des trajectoires. Est-ce que les villes, on a aussi parlé avec les auteurs pressentis et on a des échanges, est-ce que les villes qu'on sélectionne ont un spectre suffisamment large pour réinterroger les dynamiques atlantiques aujourd'hui? Ça nous a amené par exemple à nous poser des questions de type est-ce qu'il faut forcément que des villes littorales, ou est-ce qu'on peut aller chercher sur les marges de la Bretagne par exemple, ou aller chercher des villes plus intérieures? Est-ce que l'Atlantique c'est forcément la question d'une façade très active à un moment mais qui est morte ensuite et puis qui connaît un renouveau mais pas sous la forme de façade mais plutôt sous la forme de métropolisation et de mise en évidence d'un patrimoine portuaire pour d'autres dynamiques? Ou est-ce qu'on a aussi des lignes qui peuvent être des lignes plus intérieures, des lignes transverses, des lignes parallèles à l'arc atlantique? Enfin, on s'est posé des questions aussi en termes de lignes, de linéaires. Et est-ce qu'on avait tout intérêt à ne prendre que des villes comme Nantes ou Bordeaux, ou est-ce qu'on pouvait ajouter Fougères par exemple? Donc il y avait vraiment cette idée-là aussi de se dire c'est quoi l'Atlantique, jusqu'où ça va, cette épaisseur-là, non pas pour le définir de manière arrêtée, puisque c'est vraiment pas notre optique, mais d'ouvrir justement les champs. Et Fougères, ça ouvre un champ, parce que c'est effectivement, on est dans une marge de la Bretagne, on est dans des questionnements qui sont des questionnements autres qu'on peut avoir à Bordeaux ou Nantes. Et la troisième chose, et je pense que l'exemple mer Baltique, mer Noire peut l'illustrer beaucoup plus, c'est qu'on s'est posé des questions géopolitiques. On s'est dit, finalement, proposer un itinéraire, c'est aussi peut-être proposer une lecture géopolitique, et ça, on ne voulait pas. On voulait garder les lignes ouvertes aussi. Par exemple, au départ, sur le mer Baltique, mer Noire, on voulait commencer à Saint-Pétersbourg et finir à Sotchi. Ça avait une cohérence géographique évidente, puisqu'on avait la fenêtre russe de Pierre le Grand sur l'Occident. On avait Sotchi qui aujourd'hui a un rôle aussi évident de condensation du pouvoir à travers les Jeux Olympiques, à travers un certain nombre d'événements sportifs. Et donc il y a une fenêtre d'une autre manière, peut-être qui rayonne moins, mais qui condense plus, et qui est aussi une ouverture maritime, qui traduit cette ouverture maritime aussi de la Russie nécessaire par rapport au fait que la Russie n'a pas forcément énormément de ports libres de glace, le fait qu'il y a aussi nécessité d'exister sur le plan de la mer, des isthmes, des transits. Donc évidemment, ça avait une cohérence géographique de commencer à Saint-Pétersbourg et finir à Sotchi. Mais on s'est dit, est-ce que ça ne va pas enfermer notre itinéraire dans un itinéraire intra-russe et est-ce que ça ne va pas finalement porter un message qu'on ne veut pas forcément induire par le choix lui-même? Finalement, le choix d'un itinéraire, ça a une dynamique de prise de position, peut-être géopolitique. Et donc, on a choisi de finir à Tbilissi pour laisser justement cette dimension d'entre-deux complètement ouverte. Pas être dans un itinéraire qui est clos, qui appartiendrait à une lecture du monde, mais être dans un itinéraire qui ouvre sur plusieurs lectures du monde et qui montre la complexité de cette zone et à plusieurs échelles, et c'est ce qu'on souhaitait démontrer par ce choix. Il y a plusieurs subjectivités dans les livres. Il y a la subjectivité des auteurs, il y a aussi une subjectivité des artistes, et puis il y a aussi la subjectivité de tous ceux qui mettent en cohérence le livre. Par rapport aux auteurs, à l'échelle des villes ou à l'échelle des territoires traversés entre les villes, il y avait effectivement cette idée de pouvoir revenir à ce qu'était la cartographie
d'un espace, à la géographie d'un espace, là pour situer, pour localiser, mais aussi pour rêver, et aussi pour analyser, et analyser pas forcément que par des arguments qui peuvent être des arguments rationnels, analyser aussi par l'utilisation des sens. On voulait tisser un lien entre la dimension sensorielle, voire charnelle de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport très charnel à l'espace, et l'analyse de cet espace. C'était vraiment faire l'articulation entre les deux. Donc c'était pas une façon seulement de se perdre dans l'espace. C'était une façon par la compréhension des atmosphères, l'évolution d'un environnement, la traduction d'anecdotes, le récit de rencontres, comprendre comment des espaces pouvaient être gagnés par des trajectoires. C'était vraiment cette dynamique-là qui nous préoccupait. Alors ça a été un travail difficile parce ça a été tout un protocole. D'abord on a beaucoup parlé avec les auteurs. Certains auteurs étaient très à l'aise avec la démarche. Les écrivains par définition étaient à l'aise avec la démarche. Certains géographes avaient l'habitude aussi de faire ce type de démarche. D'autres l'étaient moins. Donc il a fallu leur donner l'occasion aussi de raconter plusieurs fois en présentiel, au téléphone, de pouvoir retravailler les textes dans cette dynamique-là. Et nous, on leur disait vraiment assumer ce jeu. Ce qui était difficile, c'est qu'il fallait leur expliquer que il ne s'agissait pas de parler d'eux. Donc c'est pas de l'égo-géographie, c'est pas forcément un retour sur sa pratique, un retour sur ses méthodes. Il s'agissait pas non plus de parler de manière froide de l'espace. Il s'agissait de parler de l'évolution de l'espace, donc c'est bien l'espace qui est au cœur de ça, à travers une expérience immersive de leur part. Et ça, c'était difficile parce que le curseur était compliqué. D'ailleurs, on le voit dans les livres. Hein. Parfois, le curseur va beaucoup d'un côté. Ça se rapproche presque de la biographie. D'ailleurs, des biographies passionnantes. Hein. Je pense à Bordeaux, par exemple, une biographie. On est presque dans une trajectoire très intime, biographique, qui est forcément éminemment intéressante au vu de l'auteur et de ce qu'il a pu fonder. Et puis, parfois, on était sur des textes qui nous analysaient l'espace presque comme on le ferait dans un article classique. Et donc, tout ce travail de curseur, il était difficile à pouvoir traduire. Et donc, c'est un travail d'accouchement où on est passé par plusieurs versions successives. La subjectivité, elle a aussi été celle des artistes. Les artistes, ils ont reçu le texte de l'auteur, un certain nombre de documents fournis par l'auteur, des photos, des illustrations, des captures Google Earth, des carnets de voyage, des scans de billets de train, enfin il y avait plein de documents, mais ce n'était pas des illustrations. On ne voulait pas que ce soit des illustrateurs qui viennent servir un texte. Donc c'est des artistes, alors ça peut se rapprocher à certains moments plus de l'illustratif. Parfois, ça s'en détache complètement, qui ont eux aussi posé un regard. Alors eux, ils n'ont pas forcément vécu dans la ville, ils n'y sont pas forcément allés, mais ils ont fait un travail de traduction. C'est-à-dire qu'ils avaient un texte, ils avaient des documents, ils avaient des objets envoyés par les auteurs, et ils ont traduit ça par un visuel qui exprimait pour eux la cartographie que l'auteur souhaitait partager. Donc il y a vraiment une subjectivité supplémentaire là, parce qu'ils posaient leur regard sur le texte des auteurs. Et puis il y a eu un travail à une autre échelle, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment la subjectivité des villes, des étapes et des différentes zones traversées, mais il y avait aussi la nécessaire subjectivité sur la zone géographique. Et donc on a fait un travail aussi d'harmonisation parce que on voulait que le livre soit aussi un objet et que l'ensemble du trajet ne soit arrêté par aucune rupture. Et ça, c'est un travail délicat, ça nous a obligés à harmoniser. Il y avait un travail de liberté complète à chaque étape de l'auteur de pouvoir partager et de l'artiste, lorsque c'était des artistes différents, c'est le cas sur Atlantique par exemple, de pouvoir transmettre. Mais il fallait en même temps qu'il y ait un dialogue entre tous ceux qui participaient à l'ouvrage, de manière à ce que le lecteur puisse se sentir embarqué de la feuille de route initiale, d'ailleurs on l'a conçu comme ça,
jusqu'à la conclusion finale, dans un voyage qui ne s'arrête jamais. Alors évidemment, il fait des rencontres différentes, mais ça ne s'arrête pas. Donc il y a un travail aussi de mise en cohérence globale du livre. Et finalement, le travail éditorial et un travail géographique, c'est un travail à plusieurs échelles. On regarde la ville en question, l'inscription de cette ville par rapport à d'autres villes, et puis ensuite on regarde l'ensemble de la zone. Donc on fait un travail où à la fois on diminue et on augmente le jeu d'échelle, on traverse ces échelles successivement. Il y a deux titres qui sont en préparation actuellement, un titre sur l'Arctique et un titre sur les Balkans. Ces deux titres n'ont pas été choisis au hasard. En fait, on a un peu fondé la collection par 4 titres qui encadrent quelque part l'Europe sur ces 4 bandes. L'idée, c'était aussi de dire la collection va voir les espaces invisibles pour les rendre visibles. On va fonder aussi une géographie et une radiographie de l'Europe par ses marges. On va commencer par les marges, enfin en tout cas ce qui est prétendument présenté comme des marges, parce que parfois les marges sont très fondatrices. D'ailleurs c'est un peu la ligne de conduite de Mer Baltique Mer Noire, de montrer que des marges européennes peuvent en réalité être des centralités symboliques de l'Europe, sur le plan historique, géographique, et que ce n'est pas forcément le bord de la carte pour nous, Français, qui constitue la périphérie pour eux. Mais on voulait commencer par faire ce travail géographique un peu de manière ironique, parce que souvent on a tendance à dire le géographe doit commencer par circonscrire, borner l'espace qu'il va étudier. Et moi j'ai toujours trouvé ça un peu trop ambitieux, parce que je trouve que c'est tout l'intérêt de la géographie, de passer des années et des années à voir que la borne n'existe pas, que la ligne fuit, et à essayer de poser des mots sur quelque chose qui nous échappe en permanence. Il n'y a pas quelque chose de plus fuyant que la géographie. C'est tellement glissant. Et donc, c'était un peu cette ironie de dire on va commencer ce travail par faire le tour de l'espace qu'on considère, l'Europe, mais pour montrer que, quel que soit l'endroit où on est, il n'y a jamais une ligne très précise qui permet de délimiter cet espace. Il y a toujours des choses qui nous glissent des mains. Alors c'est vrai pour l'Atlantique, on en a parlé, parce que bon, c'est un espace qui était un espace de pont, qui a été beaucoup plus ouvert qu'il est aujourd'hui, qui si on le prend sur la ligne perpendiculaire est extrêmement vaste et extrêmement variée. C'est vrai évidemment encore plus peut-être pour les limites entre l'Union européenne et la Russie, avec toute cette zone d'entre-deux, et qui à la fois est un entre-deux géographique et en même temps qui parfois peut le revendiquer, parce que cet entre-deux aussi permet de tisser des liens avec l'Union européenne, mais en même temps de garder des liens avec les anciens pays frères, et d'être dans une espèce de rôle de pont. C'est vrai pour l'Arctique, parce que c'est évidemment un front pionnier avec des luttes entre différents pouvoirs pour ce territoire, mais aussi des espaces qui sont des espaces archipélagiques, des espaces insulaires comme le Groenland à toutes les échelles. Et c'est vrai pour les Balkans, avec évidemment cette histoire des collisions. Donc c'était une manière de prendre à contre-pied cette géographie européenne, de l'ouvrir aussi, de montrer que la géographie de l'européanisation, la géographie européenne est beaucoup plus large que celle qu'on a en tête habituellement. Donc d'emblée, d'inscrire aussi la collection dans une dynamique beaucoup plus large que la seule Union européenne. Ce n'est pas une collection intra-communautaire. Voilà, donc 4 titres qui vont fonder la collection. Et après, on ne s'interdit pas de continuer à jouer. Ça veut dire de jouer aussi sur les approches artistiques. Les approches artistiques peuvent être relevées du dessin, de l'aquarelle, de la photographie. On pourrait imaginer d'avoir des artistes plasticiens qui réalisent à dessin des œuvres qu'on va photographier et mettre dans les livres. Donc vraiment, la présence des artistes, elle réinterroge la carte. L'idée, c'est vraiment que la présence graphique, ce soit une présence cartographique. Mais la carte, pour nous, elle peut être traduite par des outils plastiques et des outils artistiques extrêmement variés, extrêmement différents. Donc on va sûrement réinterroger ça. On va réinterroger aussi les protocoles. On peut avoir parfois un auteur qui nous raconte, mais des auteurs parfois sont mal à l'aise pour raconter. Peut-être que ça peut prendre la forme d'une interview.
Donc c'est une autre manière d'aborder la subjectivité. Peut-être qu'à un moment, il y a des auteurs qui vont nous dire, mais nous, on ne veut pas que ce soit, on veut pas parler seul d'une ville, on veut être un collectif. Peut-être que les guides, ça va être des guides collectifs à certains moments. Peut-être qu'on va travailler aussi sur d'autres échelles. Là, on travaille sur des échelles très vastes, l'Atlantique, la mer Baltique, mer Noire, l'Arctique. On peut imaginer, par exemple, de travailler sur un itinéraire en vélo. La Vélodyssée, ce serait un magnifique itinéraire pour pouvoir aller percevoir les espaces différemment avec un autre rythme aussi. On peut imaginer de travailler, pourquoi pas, sur un itinéraire au sein même d'une ville, avec des étapes qui ne sont pas des étapes de ville, mais des étapes de lieu au sein de la ville. À un moment, on avait, bon, ça n'a pas pu se faire, mais on avait aussi des idées par rapport au confinement. On se disait, tiens, les personnes qui habitent un endroit et qui doivent rester à 1 kilomètre de chez eux, est-ce qu'il y a aussi un itinéraire à faire sur des micro-espaces? Donc, les échelles sont très variées. Ça va réinterroger dans un premier temps l'Europe, donc on va continuer à réinterroger cette dynamique européenne, mais ça peut vraiment prendre l'espace par plein de bouts, avec toujours cette idée de mouvement, d'itinéraire et d'étapes et de guides. Ça, c'est le cœur de la collection. Et après, on l'amènera dans des explorations, parce que c'est une collection qui est à la fois où on doit pouvoir retrouver à chaque livre des repères, donc d'avoir toujours ce point de départ, cette trajectoire à travers des lieux, ces guides, ces cartes. Ça, c'est l'immuable. Et après, nous, notre objectif, c'est d'explorer la géographie. Donc vraiment d'aller sur des fronts pionniers de la cartographie, de la réalisation graphique, de la collaboration, toujours en gardant cette cohérence.